Monsieur le Président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, merci de nous recevoir. Merci. Voilà maintenant un peu plus d'un mois que le deuxième tour des élections présidentielles en Côte d'Ivoire s'est terminé. Voilà plusieurs semaines également que la Cour constitutionnelle vous a déclaré légitimement président. Néanmoins, le pays affronte une crise politique sans précédent. Je voudrais avoir votre lumière et je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi il y a un antagonisme entre la Cour constitutionnelle qui vous annonce président légitime et le Conseil électoral qui, lui, annonce d'autres résultats. Il n'y a pas d'antagonisme, cher ami. Dans nos textes, il n'y a pas d'antagonisme. La commission électorale indépendante est une administration. Et c'est moi qui ai lutté pendant des années pour obtenir sa création. C'est quand j'étais dans l'opposition, nous allions aux élections, mais les élections étaient organisées par le ministre de l'Intérieur. Vous savez, c'est le modèle français ici. Et le ministre de l'Intérieur étant un militant du parti au pouvoir, quelquefois il tordait le cou aux résultats. Donc nous avons milité pour avoir une commission électorale qui puisse être un peu plus proche électorale. Les partis politiques antagonistes, donc qui quelquefois, comme c'est dans le cas présent, paralysent. Elle émet les résultats provisoires, qui ne deviennent des résultats que quand ils sont confirmés par le Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui est la seule juridiction suprême habilitée à donner les résultats d'une élection présidentielle et d'une élection référendaire. Et c'est elle qui est habilitée à proclamer vainqueur un candidat à l'élection présidentielle. C'est elle aussi qui est habilitée à recevoir le serment que prête ce candidat qui a été proclamé vainqueur. Il n'y a pas d'ambiguïté. Dans ce cas-là, nous sommes exactement comme le cas français. Bon. Et nous avons copié sur ce point les institutions françaises. Voilà. Donc, ce qui s'est passé dans notre cas, et c'est là qu'on en arrive à la politique et à des pratiques assez honteuses de certains représentants de grandes puissances, c'est que la commission électorale a 3 jours francs. L'élection ayant eu lieu le dimanche, elle a jusqu'à mercredi à minuit pour donner les résultats provisoires si elle veut les proclamer. Nous avons entendu devant nos postes de télévision, mercredi minuit, il n'y a pas eu de résultat. Même mercredi à minuit moins le quart, le président de la commission électorale est passé à la télévision pour dire qu'ils ne sont pas prêts et qu'ils n'ont pas encore donné de résultats. À partir du délai constitutionnel, c'est-à-dire mercredi à minuit, 1 minute après, le dossier passe dans les mains du Conseil constitutionnel, ce qui fut fait. Et le président du Conseil constitutionnel est passé à la télévision, j'ai dit pour nous dire que désormais, il a la charge du dossier avec son conseil et qu'ils sont en train de délibérer. Est-ce à dire que la CEI vous a piégé? Oh, ce n'est pas la CEI qui nous a piégé, je vais vous dire ce qui nous a piégé. Pendant que le Conseil constitutionnel délibérait, puisque c'était une juridiction, elle délibère à la fois sur les dossiers tels que transmis par la CEI et elle délibère aussi sur les contentieux. Et nous avions déposé des requêtes en annulation de certaines zones, parce que ce qui s'est passé, j'espère qu'on en parlera, ça ne ressemble pas à des élections. Pendant donc que le Conseil constitutionnel délibérait, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis sont allés chercher le président de la commission électorale et l'ont emmené à l'hôtel du Golfe pour qu'il dise là-bas certains résultats. Alors, il y a quelques remarques quand même. Premièrement,
dans nos lois, en tout cas, le président de la commission électorale ne parle pas tout seul. Pour qu'il parle, il faut qu'il soit entouré de l'ensemble des membres de la commission électorale. Il faut qu'il soit entouré de l'ensemble des commissaires. Puisque c'est une commission qui est composée avec plusieurs partis politiques. Donc, il est tout seul. Deuxièmement, il est hors délai. Parce que le délai, c'est 3 jours francs, c'est-à-dire jusqu'à mercredi à minuit. Ce délai est passé. Donc, il n'a plus à donner des résultats. Troisièmement, on l'amène à l'hôtel du Golfe, qui est le quartier général de campagne de mon adversaire, pour qu'il lui proclame des résultats. Avouez que c'est un peu trop. Hein? Et vous mettez Laurent Gbagbo directement en cause l'ambassadeur de France et l'ambassadeur de Grande-Bretagne, donc. Non, des États-Unis. Des États-Unis. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. J'ai dit que ce sont eux qui sont allés chercher Youssouf Bakayoko, le président de la commission électorale indépendante, et qui l'ont amené dans le quartier général de mon adversaire, où, dit-on, il a dit des résultats. Mais ces résultats sont du fait de 3 remarques que je viens de faire, nul et de nul effet, puisque de toute façon ils sont hors de l'air, ils sont hors du lieu, ils sont hors cadre, bon, donc ils sont nuls et de nul effet. Mais ce qui m'a frappé, et ce qui a créé la crise, c'est qu'à partir des déclarations de Youssouf Bakayoko tout seul là-bas, le représentant du secrétaire général des Nations Unies dit qu'il certifie ça. En même temps, la France, les États-Unis disent qu'ils reconnaissent ça. Ils mobilisent. Pourquoi, Laurent Gbagbo? Pourquoi la communauté internationale suit-elle les recommandations de l'ambassadeur de France et de l'ambassadeur des États-Unis? Pourquoi? Oh, ça c'est un problème qui est assez facile à comprendre. Mon adversaire, ça fait au moins 10 ans, ou bien 17 ans, que ces puissances-là cherchaient à le mettre président de la République. 17 ans, depuis la mort du fou en 1993. Son histoire est un peu celle de certains cadres des institutions financières internationales qui ont été débarqués sur l'Afrique en 1990. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas africains, mais ils ont été débarqués à la tête des gouvernements africains. Il y en a eu un au Mali, il y en a eu un au Côte d'Ivoire, il y en a eu un au Bénin, il y en a eu un au Gabon, il y en a eu un au Congo. Il y a comme ça quelques pays où ils ont poussé les vieux dirigeants à prendre quelqu'un de leur cru. Bon. Et à la mort de Fou-Boigny, il a tenté d'être président et depuis, avec l'appui de cette communauté internationale, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a longtemps que les gens cherchent alors, à en faire un président, un chef d'État. L'Union européenne également? Je pense. L'Union européenne conteste votre légitimité. Oui, mais je veux dire que l'Union européenne, elle suit la France. Vous savez, Yalta n'est pas mort. Yalta n'est pas mort. Et dans les relations entre les grandes puissances, chacun a sa zone d'influence. Et quand il s'agit des pays francophones d'Afrique noire, quand la France parle, tous les autres suivent. Donc ça, c'est pas nouveau. L'ONU également? Ah, bien entendu. Toutes les résolutions qui ont lieu sur la Côte d'Ivoire à l'ONU, c'est la France qui écrit le draft. C'est la France qui écrit le draft. Nous l'avons contesté plusieurs fois, mais nous sommes un petit pays, nous ne sommes pas une puissance nucléaire, nous n'avons pas le droit de veto, nous ne sommes même pas au Conseil de sécurité. Donc, voilà ce que je vais vous dire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est un résultat illégitime proclamé hors délai par quelqu'un qui n'avait plus le droit de le proclamer. C'est là-dessus que tout l'Occident se braque, alors que
quand le Conseil constitutionnel finit de délibérer, c'est une institution, elle finit de délibérer, elle donne des résultats et elle proclame élu un président qui est moi. Il ne veut pas en entendre parler. Ce n'est plus du droit. Là, ce n'est plus du droit. C'est la volonté des puissants d'imposer quelqu'un. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec cette manière de faire parce que, vous savez, en Afrique, nous sommes des jeunes nations en construction. Nous sommes des États fragiles en construction. La première aide à nous apporter, ce n'est pas l'argent. Les gens se trompent souvent. La première aide à nous apporter, c'est de nous aider à avoir des institutions qui tiennent la route. Et quiconque intervient pour que nos institutions s'affaiblissent, celui-là, il est contre l'émergence de nos États et de nos nations. Vous mettez en cause, Laurent Gbagbo, la France, oui, l'Union européenne, oui, l'ONU, les États-Unis. Alors, expliquez-moi pourquoi l'Union africaine, ou certains pays, ou des pays de la CEDEAO, estiment qu'ils pourraient utiliser la force pour vous déloger du pouvoir? Écoutez, sur les problèmes des pays africains, permettez-moi de ne pas être trop, de ne pas trop m'étendre. D'abord, ça m'évitera d'être méchant. Et puis ensuite, ça va éviter des querelles de voisinage. Donc, permettez-moi de ne pas être trop méchant. Mais sachez seulement que la première chose que j'ai remarqué quand je suis devenu président en 2000 et que j'ai assisté aux premières réunions, j'ai dit en Afrique, il n'y a pas de politique étrangère. L'impression que j'ai, c'est que chacun cherche à avoir un parapluie, à plaire. Comme ça, il est protégé. Vous me dites que les résolutions... Je me contente de dire cela. Vous me dites quand même donc que les résolutions, les décisions que annonce la CEDEAO sont téléguidées? Elles sont dictées. Par qui? Mais par ceux qui y ont intérêt. Par ceux qui y ont intérêt, elles sont dictées. Mais vraiment, sur ce point-là, sur ces pays africains, permettez-moi de me contenter de ne dire que ça. Et quand la représentante des droits de l'homme à l'ONU oui, vous stigmatise également et vous pointe du doigt, que oui, répondez-vous? Ah oui, ça c'est un autre problème. Ça c'est un autre problème auquel je veux bien répondre à long et à large. Vous savez, cher ami, heureusement que ça fait quelques années que je suis là. Et aujourd'hui, quel est le problème en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire que des élections ont eu lieu. Le problème est de savoir qui les a gagnées. C'est ça le fond du problème. J'ai dit que je les ai gagnés parce que les institutions qui ont seules la responsabilité de dire qui a gagné disent que c'est moi. Bon. Les autres veulent dire autre chose. Ils disent autre chose, mais ils voient bien qu'il n'y a pas de fondement de droit. Parce qu'ils disent, quand des gens disent c'est Ouattara qui a été élu, il n'y a pas de fondement, il n'y a aucun fondement de droit. Alors, comme toujours dans ces cas, quand ils n'ont plus d'arguments sur le fond de la question, c'est-à-dire qui a gagné les élections, ils brandissent, ils font un glissement et ils brandissent les droits de l'homme. Je vais vous dire, en 2000, quand j'ai été élu, c'était exactement le même scénario. J'ai été élu en 2000, les mêmes ne voulaient pas que je sois élu. Mais ils n'en pouvaient mais. J'ai été élu, Ouattara n'avait même pas été candidat. Donc, ils ont fabriqué des charniers. Ils ont dit, voilà les charniers, c'est Gbagbo qui l'a fait. J'ai ordonné à la justice de travailler. Elle a travaillé, le procès a eu lieu, les gendarmes qui étaient accusés ont été acquittés. Nous avons fait venir une commission de l'ONU qui a travaillé. Il y a tous ces, et nous avons nous-mêmes donné des réponses. Tous ces éléments en 2000 sont dans ce dossier que je vous remets et que je vous offre. Vous allez voir qu'il n'y a ni une vie sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Ce sont les mêmes glissements qu'ils opéraient en 2000 qu'ils opèrent aujourd'hui. Vous me dites donc explicitement qu'aujourd'hui, on tente de fabriquer des preuves pour vous mettre en cause. Oui, c'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Lorsque la représentante des droits de l'homme de l'ONU annonce que 179 personnes seraient mortes, vous Moi, je ne conteste rien. Je me dis que je n'ai aucune preuve, on m'a donné aucune preuve. Moi, j'ai lancé les procureurs de la République pour faire des enquêtes. J'attends le résultat de ces enquêtes. Je vais mettre sur pied d'ailleurs une commission à la présidence chargée des droits de l'homme avec le professeur de droit de Insegui qui va coordonner tout ce que nous allons voir clair. Mais ce que je vais vous dire, chers amis, c'est que le fond de la question aujourd'hui, c'est que nous avons fait des élections, qui les a gagnées? C'est ça qui est le fond. Et je me suis contre les gens qui font des glissements, qui veulent faire des glissements. Qui a gagné ces élections? Alors moi j'appelle une commission. Et ceux qui ne veulent pas reconnaître ma victoire, qu'ils viennent, qu'on forme une commission et qu'on regarde les bulletins de vote, qu'on compte les bulletins de vote, qu'on regarde les procès-verbaux des bureaux de vote, et puis après, qu'on voit qui a gagné. Vous me dites Parce que c'est important de savoir qui a gagné. On ne peut pas faire des élections comme ça et puis proclamer vainqueur n'importe qui. Qui a gagné ces élections? C'est ça le fond de la question. Donc vous légitimez votre victoire sur le droit. Ah oui. Lorsque vous avez la Cour pénale internationale, qui également vous stigmatise, vous montre du doigt, et envisage peut-être de futures poursuites pénales. Mais je les attends. Je les attends parce qu'il faudrait encore que je sache ce qu'on me reproche. Vous comprenez? Il faudrait qu'on sache. Mais je vous le dis et je vous le redis. Je vous le dis et je vous le redis. C'est devenu une banalité dans les pays africains. C'est-à-dire que quand on cherche un chef d'État, hop, on glisse sur le terrain. Ah oui, il y a eu un mort ici, il y a eu 20 morts là-bas, il y a eu 30 morts, sans qu'on les voit. Sans qu'on les voit. Donc, moi j'attends qu'on me dise qui est mort, j'attends qu'on me dise comment il est mort. Aujourd'hui, les élections du 28 novembre 2010, et j'insiste dessus. Qui les a gagnés? Et c'est trop facile de glisser et d'aller ailleurs pour... Non. Les élections du 28 novembre, qui les a gagnés et qui les a perdus? Pourtant, votre adversaire Alassane Ouattara forme un gouvernement, nomme des ambassadeurs qui sont reconnus. L'ambassadeur nommé par Alassane Ouattara en France a été reconnu. Oui. Comment expliquez-vous cela? Mais la France a tort. J'ai dit que la France a tort. Et quand je dis, écoutez, quand j'ai commencé ma campagne électorale, j'ai dit aux Ivoiriens, nous sommes 14 candidats, mais il y a un candidat pour la Côte d'Ivoire et il y a dedans des candidats pour l'étranger. Mais les Ivoiriens, ils savent aujourd'hui qui est le candidat pour la Côte d'Ivoire et qui est le candidat pour l'étranger. C'est clair aujourd'hui. Donc, ce n'est pas une difficulté. Mais je dis que la base sur laquelle la France dit « je reconnais tel ambassadeur », c'est une base qui n'a pas de fondement juridique. Ça n'a pas de fondement dans les relations internationales. Et le mandat de l'ONUCI a-t-il un fondement véritablement? Oui, le mandat de l'ONUCI... Est-ce que les forces de l'ONUCI sont impartiales en Côte d'Ivoire? Elles ne sont plus impartiales. Depuis quand? Depuis cette élection. Parce que nous, on les a considérés comme force impartiale depuis, disons, depuis 2003-2004, quoi. Et puis, dès l'instant où leur chef, M. Choi, qui est le chef de l'ONUCI, qui vous met directement en cause? Oui, que moi je remets directement en cause. Que moi je mets directement en cause. Dès l'instant où Choi, au lieu de certifier comme il a fait pour le premier tour, parce qu'il y a eu un premier tour et un deuxième tour, pour le premier tour, il n'y a pas eu de bruit.
Parce que la commission électorale a proclamé un résultat. Et le Conseil constitutionnel, après avoir délibéré, a confirmé ce résultat. Il pouvait ne pas le confirmer, mais il a confirmé. Et c'est après ça que Choi a certifié le résultat du premier tour. Bon. Ça s'est bien passé. Au deuxième tour, le délai imparti constitutionnellement à la commission électorale est passé. 2 diplomates prennent Youssouf Bakayoko. Je vous signale que Youssouf Bakayoko, on ne sait plus où il est. Depuis, on l'a plus revu. En tout cas, pas moi. Ils le prennent, ils l'amènent dans le QG de mon adversaire et il dit un chiffre et Choi dit que ce sont ces chiffres-là qui sont vrais. Donc moi, je les mets directement en cause. S'il y a eu une pagaille. Que cherche-t-on en Côte d'Ivoire aujourd'hui? On cherche à placer Ouattara comme président de la République. C'est ça que certains pays occidentaux, dont la France, cherchent. Pourquoi Laurent Gbagbo? Je ne sais rien. Ça, c'est vraiment, ça, c'est à eux qu'il faut poser la question. Il y a des intérêts économiques derrière? Certainement, parce qu'un État agit toujours selon ses intérêts. Donc, certainement qu'il y a des intérêts économiques, il y a peut-être des intérêts. Je ne sais rien. Mais le pays affronte une crise politico-militaire depuis plusieurs années déjà. Voilà. Vous êtes à la tête du pays depuis Oui. plusieurs années déjà. Oui. On dit que vous n'avez pas pacifié le pays. Que répondez-vous à vos adversaires? Bien, ça c'est une très bonne question. J'étais président depuis 2000 et en 2002, une rébellion éclate. Mais je suis devenu président en 2000 à la suite d'un gouvernement militaire. Et ceux qui nous ont attaqués en 2002 étaient les soutiens dans un premier temps de ce gouvernement militaire. Ils sont rentrés en contradiction entre eux-mêmes. Et ils ont fui, ils sont allés soit au Mali, soit au Burkina. Bon. Ils sont venus attaquer le pays. Ils l'ont occupé en partie. Je vous signale que depuis cette époque où un gouvernement légitime a été attaqué par une armée rebelle, personne, parmi tous ceux qui aujourd'hui condamnent, personne n'a osé condamner fermement la rébellion. Personne n'a sorti une sanction quelconque contre les rebelles. Ni la France, ni l'Union européenne, ni personne n'a sorti une sanction quelconque contre un groupe armé qui attaque un pouvoir légitime, qui attaque un pays. Personne. Mais vous avez gouverné avec ces rebelles avec Attendez, mais de guerre lasse, j'étais obligé de trouver une solution pour que la paix advienne. Et je suis étonné de les voir rapides aujourd'hui, à peine après un mois du début de la crise électorale, sortir déjà des sanctions contre tel, alors qu'ils n'avaient jamais sorti des sanctions. Au contraire, la première chose qu'ils m'ont demandé, aussi bien la France, l'Union européenne, l'ONU, tout et tout, c'est de prendre une loi d'amnistie pour les amnistier. Je les ai amnistiés. Si nous n'avons pas eu d'élection en 2005, c'est précisément parce que le pays était occupé. Pourquoi les élections ont été repoussées à 5 reprises, monsieur? Oui, je vais vous dire combien de reprises elles ont été repoussées. Elles ont été fixées en 2005, tel le délai constitutionnel. Elles ne pouvaient pas avoir lieu parce que le pays était divisé. À moins de faire les élections uniquement dans la partie sous contrôle gouvernemental, quelle aurait été la valeur d'une telle élection au plan politique? Elle n'aurait pas eu de grande valeur, mais plus que ça, constitutionnellement, dans notre constitution, il est interdit d'organiser les élections quand le pays est occupé.
c'est un peu comme en 1940. Si on organisait en France une élection, comme aurait été la valeur juridique et la valeur politique. Bon, donc, on n'a pas pu faire les élections en 2005. Ensuite, il y a eu les péripéties, les négociations de Accra, Togo, Pretoria, et on a fait les accords de Ouagadougou en 2007. Nous avons fixé les élections en 2008. Les élections n'ont pas pu avoir lieu. Pour quelle raison? Parce que ceux qui faisaient les listes disaient qu'ils n'étaient pas prêts. La CEI a dit qu'elle n'était pas prête. En 2009, pareil. En 2009, pareil. Ils n'étaient pas prêts. Donc, normalement, les élections ont été repoussées à 3 reprises. Mais ce n'est pas le chiffre 3 ou 5 qui est un problème. C'est que chaque fois qu'on a repoussé les élections, il y avait une bonne raison. Alors donc, ils ne les ont pas condamnés. Aucun d'entre eux n'a été puni, n'a été sanctionné par toutes les instances dont je parle. Et je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Ça fait vraiment beaucoup au niveau de la partialité. Ces jugements qui nous viennent ressemblent un peu à la fin de cette fable de La Fontaine qui disait que selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous feront blanc ou noir. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Monsieur Gbagbo, avez-vous été naïf pour ces élections? Oh, je pense qu'il y a une dose de naïveté, il y a une dose de pression, il y a une dose de... Voyez-vous, j'ai toujours exigé qu'il y ait le désarmement. Et d'ailleurs, tous les accords qui ont été signés prescrivent le désarmement avant les élections. Est-ce que ce désarmement a eu lieu? Non, justement. Prescrivent le désarmement avant les élections. Toutes les résolutions des Nations Unies prescrivent le désarmement avant les élections. Vous aviez les moyens de faire désarmer. Pourquoi n'a-t-on pas désarmé? J'avais quel moyen pour faire désarmer? Vous pouviez vous adresser à l'ONUCI. C'est que vous ne connaissez pas l'ONUCI. Hein? Vous ne connaissez pas l'ONUCI. Dès qu'on s'adresse à eux, ils disent ça, c'est pas dans notre mission. Ça, ce n'est pas dans notre mission. Il y a quelquefois même où des choses se font à côté d'eux, ils disent non, ça, c'est pas dans notre mission. Vous comprenez? Donc, on n'avait pas les moyens, nous, de les désarmer, sauf à leur déclarer la guerre, ce qui remettait en cause tout le fragile édifice que nous essayons de construire. Tous les efforts entrepris, par vous-même au cours de ces dernières années. Voilà. Et ces efforts-là, je vais vous citer quelques points de ces efforts que j'ai entrepris. Donc, l'accord de Ouagadougou est un effort pour gouverner avec celui qui s'est déclaré chef de la rébellion. Il a été Premier ministre. On a bien travaillé, on a fait avancer les choses, nous sommes arrivés aux élections. Mais ils n'ont pas désarmé. Hein. Deuxièmement, la commission électorale telle qu'elle est, les 2 tiers des membres de la commission électorale sont des opposants à moi. Parce que quand on négociait à Pretoria, je me suis rendu compte qu'ils voulaient avoir la majorité à la commission électorale. Je leur ai donné la majorité. C'était une concession que je faisais. Oui, mais Alassane Ouattara, votre adversaire, rétorque que le Conseil constitutionnel vous est acquis. Mais dans quel pays le Conseil constitutionnel n'est pas acquis au président de la République? Et regardez un peu le Conseil constitutionnel en France. C'est pas moi qui ai inventé le Conseil constitutionnel, c'est le général de Gaulle. Regardez comment il est composé. En France, vous avez 9 conseillers, parce que le président de la République en nomme 3, le président du Sénat en nomme 3, le président de l'Assemblée nationale en nomme 3. Aujourd'hui, tous les 9 sont proches de l'UMP. Ici, le président de l'Assemblée nationale en nomme 3, le président de la République en nomme 3. Tous les 6 sont proches de Gbagbo. Mais ça, c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses.
S'ils veulent nommer les conseillers, il faut d'abord qu'ils soient au pouvoir. Donc le Conseil constitutionnel qui a légitimé votre présidence Oui. est le même que celui qui légitima la présidence de Bush face à Al Gore. Ah ben bien entendu, c'est exactement pareil. C'est comme si Al Gore se mettait à avoir un quartier général quelque part pour dire qu'il est président. Laurent Gbagbo, vous êtes Oui. le président des Ivoiriens. Excusez-moi, mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. L'article 35 de la Constitution ne permettait pas à Alassane Ouattara d'être candidat. Pour quelle raison? Pour des raisons inventées par son allié d'aujourd'hui, Ali Konabédié, de nationalité. Mais ça, ce n'est pas mon problème, c'est un problème entre eux. Et j'ai dit qu'on ça ne peut pas rester longtemps dans une telle affaire. Et donc, c'est aux négociations de Pretoria que j'ai pris la décision d'utiliser l'article 48 de la Constitution, qui est comme l'article 16 de la Constitution française, pour prendre une décision autorisant Ouattara et Bédié à être candidats. Bédié parce qu'il est frappé par l'âge. Il faut être au plus âgé de 75 ans, et Ouattara à cause de cette question de nationalité. Donc, je pense que j'ai fait beaucoup d'efforts. Mais, dans le même temps, je pense que les gens faisaient des pièges. Pendant que moi, je préparais les élections, les gens me posaient des pièges, et surtout le plus gros piège, c'est qu'ils refusaient de faire désarmer la rébellion. Et le jour du 28 novembre, ce sont des hordes armées qui sont rentrées dans les bureaux de vote. Des hordes armées pour frapper tous ceux qui nous représentaient, les jeter dehors, réécrire les procès-verbaux des bureaux de vote. C'est inacceptable. C'est pourquoi depuis, je demande une seule chose. Je dis ceux qui veulent savoir la vérité, et j'en suis, qu'ils viennent avec un comité et qu'on document en notre possession sur ces élections pour qu'on voit qui a gagné. Donc demain, vous êtes prêt à travailler avec votre adversaire Alassane Ouattara pour enquêter sur ces élections? Ah oui, mais j'attends qu'il accepte ça. Mais pourquoi y a-t-il des barrières alors autour de l'hôtel du Golfe? Oui, mais c'est très simple. Hein. Vous savez, la résidence dans laquelle nous sommes, elle est à 5 ou 10 minutes de pirogue de l'hôtel du Golfe. C'est pas loin. Sur le plan d'eau, nous sommes tout proches. Voilà. Et l'hôtel du Golfe, je ne sais pas pourquoi ils se sont allés s'engouffrer là-bas. Soro Guillaume y habitait parce que la maison du Premier ministre n'est pas en bon état en ce moment. Et Alassane habite, il a une maison qui est tout près de l'hôtel du Golfe. Une maison très belle d'ailleurs. À un moment donné, il est allé habiter à l'hôtel du Golfe. À un moment donné, Bédié l'a suivi, et puis leurs gens les ont suivis à l'hôtel du Golfe. Je ne comprends pas pourquoi ils sont allés là-bas. Mais ils y étaient, ça ne dérangeait personne. Jusqu'à ce que le mardi 15 décembre, un des membres des forces nouvelles, des rebelles qui étaient là-bas, utilise une arme à feu d'assez grande puissance quand même. Ça nous a inquiétés et donc nous avons décidé de mettre des barrages pour ne pas qu'ils débordent et qu'ils viennent à la présidence et pour ne pas qu'ils se battent même là-bas. Donc nous avons mis des barrages. Mais les barrages, ça ne résout aucun problème, ça résout un problème de sécurité momentané. Ce que moi je leur demande, c'est d'aller chez eux. Au lieu de rester là, c'est d'aller chacun à son domicile. Et que leur répondez-vous lorsqu'ils disent que s'ils retournent chez eux, ils seront victimes d'exactions de la part de groupes paramilitaires? Écoutez, ça c'est à l'intention de vous autres, les Occidentaux, qui disent ça. Parce qu'ils habitent l'hôtel du Golfe il n'y a pas longtemps. Il y a peut-être un mois et demi. Depuis toujours, on était ici. Ils étaient chez eux. Ils ont été victimes une fois de quelqu'un? Non, enfin. Il y a comme ça des slogans que les gens lancent, mais c'est de la
marchandise pour les Occidentaux. Ça n'a aucun fondement. C'est uniquement la marchandise pour les Occidentaux. Donc, ça n'a absolument aucun fondement. Vous fait-on payer l'évacuation de milliers de Français il y a quelques années? Mais là, il y avait aussi quelque chose d'inacceptable. Et moi, je n'accepte jamais l'inacceptable. Je n'accepte pas l'inacceptable. En 2004, aussi, effectivement, j'avais décidé d'aller reconquérir mon pays et de détruire les infrastructures des rebelles. Précisément pour que les élections puissent avoir lieu en 2005. Pendant cela, alors qu'on avait fini les opérations, on vient m'avertir qu'une bombe est tombée sur un cantonnement français et a tué 9 hommes, dont 8 Français et un Américain. Bon. Immédiatement, j'ai remplacé le chef d'état-major et le commandant de l'armée de l'air, pas parce que je les accusais, mais parce que j'ai lancé en même temps une enquête pour qu'on voit clair. C'est le commandant de la troupe française en Côte d'Ivoire qui a refusé que le procureur près des armées aille à Boaké faire des enquêtes. À l'époque, on vous... À l'époque. Mais à l'époque, on vous accusait de travailler avec des groupes paramilitaires, avec des mercenaires notamment. Oui, mais ils ont tort de dire ça. Pourquoi? Mais parce que je n'ai pas de mercenaires. Les Français ont un chic, c'est-à-dire, dès que quelqu'un travaille avec vous qui est français, c'est un coopérant. Quand il n'est pas français, c'est un mercenaire. Alors ça m'amuse beaucoup. Nous, on venait d'acquérir des avions Sukhoi et des hélicoptères Mi-24 et Mi-35, tous de fabrication soviétique, ou bien, disons de fabrication russe. Sur les hélicoptères, on avait formé les Ivoiriens, donc il n'y avait pas de problème. Sur les Sukhoi, on n'avait pas encore fini de former les Ivoiriens. Donc on se faisait aider par des gens chez qui on avait acheté les appareils, jusqu'à ce que nos pilotes eux-mêmes soient formés. On dit que ce sont des mercenaires. Alors, moi ça m'amuse. Je dis qu'ici nous avons eu des coopérants pendant des années, des coopérants français, on les a appelés des coopérants. Dès que vous travaillez avec quelqu'un qui est français, on l'appelle coopérant, et quand il n'est pas français, on l'appelle mercenaire. Moi je refuse cette dichotomie. Sur quel mode va se conjuguer l'année 2011 en Côte d'Ivoire? Il faut que les gens nous laissent faire nos élections, et nous laissent proclamer nos résultats, et nous laissent travailler tranquillement. Sinon, les perspectives économiques sont intéressantes. Mais le pays est divisé. Oui, mais... On parle d'une probable guerre civile. Oui, mais ça c'est... Je ne crois pas du tout à une guerre civile. Vous avez pourtant déclaré récemment à un grand quotidien français que vous envisagiez peut-être un conflit, une guerre civile dans le pays. Oui, mais évidemment, si les pressions, ces pressions-là, continuent comme elles sont, c'est elles qui vont pousser à la guerre, à l'affrontement. Et je ne suis pas le seul à le dire. Je ne suis pas le seul à le dire. Si on nous avait laissé tranquilles sur les résultats de nos institutions, mais il y a longtemps que le pays aurait redémarré. Si on continue à contester votre légitimité, le pays peut sombrer dans le chaos? On continue à vouloir nous imposer un chef d'État. C'est ça qui est le problème. C'est-à-dire, il y a celui que les Ivoiriens élisent et qui est proclamé par leurs institutions, et il y a celui qu'on veut leur imposer. Alors ceux qui contestent la légitimité, non pas de Gbagbo, mais de nos institutions qui me proclament, je leur dis, ok, venez, et puis faisons une évaluation des élections qui sont passées. Étudions tous les bulletins de vote, étudions tous les procès-verbaux des bureaux de vote. On a 22 000 bureaux de vote. Étudions. Mais ils ne veulent pas ça. Mais si votre adversaire Alassane Ouattara se maintient dans sa position, serez-vous jusqu'au boutiste, Laurent Gbagbo? Non, mais moi, jusqu'à où serez-vous prêt à aller? Mais lui, il sera prêt à aller où? Il sera prêt à aller où? C'est moi qui suis légitime. C'est moi qui suis proclamé par le Conseil constitutionnel.
Alors c'est à lui qu'il faut demander où il va. Jusqu'où il va. Si le pays se soulève, si certains proches d'Alassane Ouattara se soulèvent, où allons-nous? Où va le pays? Et si certains proches de Gbagbo se soulèvent, où on va? Vous comprenez? C'est moi qui ai la légitimité. Laurent Gbagbo, président Gbagbo, serez-vous prêt à les appeler à se soulever? Non, moi je n'ai jamais cherché à soulever quelqu'un. Je n'appelle pas les gens à se soulever. Mais je dis seulement qu'il faut avoir le bon sens. Et qu'en Afrique, dans nos pays africains, la première aide qu'on doit nous apporter, c'est de respecter les décisions de nos institutions. C'est ça. Tant qu'on n'a pas compris ça. Pourtant le pays est tendu, il n'y a toujours pas de réponse. Quel va être l'avenir du pays là? Le pays n'est pas pacifié, il est en crise depuis plusieurs années, la crise se poursuit. Oui. Pour qu'on commence, il faut d'abord qu'on reconnaisse les résultats de ces élections. Une fois qu'on a reconnu les résultats de ces élections, je vous invite à revenir dans 2 semaines. Vous allez voir que le pays fonctionne normalement. Mais nous sommes à un nœud. Et ce nœud-là, ce n'est pas de savoir qui a gagné ou qui n'a pas gagné. C'est de savoir si les Ivoiriens désignent leur chef d'État ou bien si on leur impose de l'extérieur un chef d'État. Regardez un peu. Aujourd'hui, quels sont ceux qui souhaitent Alassane Ouattara? C'est uniquement des étrangers. On dit la France, on dit les États-Unis, on dit l'Union européenne, on dit l'ONU. Mais les Ivoiriens même, ils disent ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Vous vous appuyez sur un point de droit. Mais, vous légitimez votre présidence sur le droit. Oui. Dans la rue, les gens sont tendus, sont prêts à s'affronter. Oui. Où irons-nous? Mais que fais-je? Cher ami, que fais-je? Si je ne m'appuie pas sur un point de droit, qu'est-ce que je fais? Moi, je m'appuie sur un point de droit. Lui, s'appuie sur quoi? Laurent Gbagbo, si on ne reconnaît pas au niveau international et si vos adversaires ne reconnaissent pas ce point de droit, ce qui est déjà le cas depuis plusieurs semaines, mais ils ont où tort. allons-nous? Ils ont tort parce certes, que ils ont tort, mais après concrètement sur le terrain. Ils ne peuvent pas reconnaître toute la Constitution et puis ne pas reconnaître un seul point. Parce que ça ne les arrange pas. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Concrètement, sur le terrain, ça va donner quoi? Un pays encore en guerre civile? Non, ce pays ne rentrera pas en guerre civile, il va se pacifier tranquillement. Il va se pacifier. Moi, j'ai confiance aux Ivoiriens, j'ai confiance à la Côte d'Ivoire. Pourtant, on ne reconnaît pas votre présidence. Qui ont? Internationalement. Ah bah oui. Et à l'intérieur du pays? Oui, mais pourquoi qui à l'intérieur du pays ne reconnaît pas? Vos adversaires disent qu'ils ont gagné les élections. Oui, mais ils n'ont pas gagné. S'ils savaient gagner, ils ne seraient pas à l'hôtel. Ils seraient à la présidence. L'armée? Mais vous la voyez, l'armée. Elle vous est légitime? Mais vous la voyez, regardez là. Vous la voyez. Que répondez-vous à ceux qui disent que finalement, un troisième homme providentiel pourrait arriver en Côte d'Ivoire et pacifier tout cela, mais un homme en uniforme? Tout est possible. Moi, je ne suis pas devin. Je ne suis pas devin, je ne lis pas dans les étoiles, mais je dis qu'un pays qui décide de piétiner ses propres institutions, ce pays-là aura des problèmes devant lui, dans son futur. Et moi, je ne suis pas prêt à cautionner cela. Êtes-vous prêt demain à refaire un gouvernement d'union nationale? Ce sont des choses qui se discutent, dont on parle. Mais moi, pour le moment, ce n'est pas mon problème, ça. Pour le moment, mon problème, c'est de passer cette crise, c'est-à-dire d'avoir un chef d'État reconnu. Comment va-t-on la passer, cette crise? Par le droit. Par le droit. C'est tout. Un droit qui ne vous est pas reconnu à l'extérieur? Ah oui, mais enfin, ça c'est... Moi, je cherche à ce que ceux qui sont ici à l'intérieur avec moi reconnaissent notre droit. Pourquoi ce qui se fait ailleurs
Vos adversaires estiment qu'ils ont le droit pour eux. Vous êtes arc-bouté sur le droit également. Mais ils ont quel droit pour eux? Ils estiment qu'ils ont le droit pour eux et Quel ils droit? estiment que des résultats provisoires les ont légitimés. Mais, Vous estimez, vous, avoir été légitimé par le droit, ce qui en l'occurrence est votre droit. Quelle est la finalité de tout ça, Laurent Mais- Gbagbo? la réponse se trouve dans le mot que vous utilisez. Vous dites, ils ont été légitimés par le résultat provisoire. Un résultat provisoire ne légitime jamais personne. Puisque la nature d'un résultat provisoire, c'est d'être provisoire. Donc Alassane Ouattara a perdu les élections. Il a perdu les élections. C'est ce que je répète toujours. Et je dis que si il n'est pas d'accord, et ceux qui le soutiennent, s'ils ne sont pas d'accord, qu'ils viennent dans un comité d'évaluation. On va regarder au plus près les résultats des élections. On Êtes-vous va prêt demain à- le décomptage. Êtes-vous prêt demain à enlever les barrières autour de l'hôtel du Golfe et à ce qu'ils viennent travailler avec vous? Oh, mais moi, je souhaite qu'ils aillent d'abord à la maison. Je ne comprends même pas pourquoi ils sont à l'hôtel du Golfe. Je ne comprends même pas ça. Mais des gens avec qui nous vivons ici, moi, je suis déjà allé. Alassane Ouattara est déjà venu ici, à la résidence. Le président Bédier est déjà venu ici. Moi, je suis déjà allé chez le président Bédier. Je suis déjà allé chez Alassane Ouattara. Je ne comprends pas pourquoi ces gens-là, brusquement, ils éprouvent le besoin d'aller se mettre dans une prison, même si elle est dorée, même si elle est 5 étoiles. Un véhicule de l'ONUCI a été incendié. Oui, Je voudrais avoir votre sentiment là-dessus. oui, moi je pense que les gens de l'ONUCI, il faut qu'ils soient plus sages. Ils savent très bien qu'avec la montée des tensions, ce qu'on leur reproche. Ils savent très bien que le gouvernement de Côte d'Ivoire a demandé leur départ. Et moi j'ai dit aux gens de ne pas les brusquer. J'ai lancé un appel solennel aux gens de ne pas les brusquer, que nous avons demandé leur départ diplomatiquement, et c'est diplomatiquement que nous l'obtiendrons. Mais il faut qu'ils soient plus sages. Quand les gens qui viennent de l'extérieur veulent s'imposer parce qu'ils ont la force, c'est tout ce que ça donne. Donc la Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo sont victimes de l'extérieur. J'ai dit au début de ma campagne aux Ivoiriens qu'ils auront le choix entre un candidat pour la Côte d'Ivoire et un candidat pour l'étranger. C'est ça. Ça a l'air à peine caricatural, mais c'est ça. Donc vous êtes victime de l'étranger. Ah oui. Et l'étranger qui soutient son candidat. Les étrangers vont-ils, ou l'étranger et la communauté internationale va-t-elle parvenir à ses fins, Laurent Gbagbo? C'est possible, je n'en sais rien. Il y a des pays où elle est parvenue à ses fins. Bon, mais Allons-nous passer par un bain de sang? je ne souhaite pas. Et je fais tout pour ne pas que ça ait lieu. Mais vous ne pourrez peut-être pas l'empêcher. Je ferai tout ce que je peux pour l'empêcher. Je ferai tout ce que je peux pour l'empêcher. Mais si d'aventure cela n'est pas possible, vous appellerez vos troupes à défendre votre légitimité. Je ferai tout pour ne pas qu'il y ait de bain de sang. Je l'ai déjà proclamé, je le dis, je ferai tout pour ne... Sinon, la bagarre et les bains de sang, depuis la fin des élections, nous l'annonçait pour les jours immédiatement à venir. Mais ça n'a pas eu lieu. Vous savez, dans ce pays, aujourd'hui, beaucoup de gens s'affirment du manteau des démocrates. Bon, c'est bien. Et je suis heureux que ceux qui hier nous combattaient soient devenus des démocrates. Mais j'ai passé toute ma vie à lutter pour qu'on ait la démocratie dans ce pays. Même avant la chute du mur de Berlin. Ce qui fait que des gens me regardaient comme un petit cinglé. Nous avons dit, et mes écrits l'attestent, le premier ouvrage que j'ai publié là-dessus, c'est quand j'étais en exil. Je suis parti en exil pour que nous puissions avoir la démocratie. Or, comme on ne pouvait pas s'exprimer, c'était le parti unique. Le premier ouvrage a été publié en 1983 à Paris.
après 1984, après 1987. Je suis rentré en Côte d'Ivoire en 1988. Le mur de Berlin s'est écroulé en 89. Et donc, ce qu'on appelait le vent de l'Est a soufflé sur tout le monde. Et en Afrique, on a eu aussi le multipartisme. Chez nous ici, la date c'est le 30 avril 1990. Et le parti que j'ai créé le commémore chaque année. C'est ce qu'on appelle la fête de la liberté. Chaque année, le 30 avril, si vous êtes ici, vous allez assister à cela. Dans le même temps, Ouattara a été nommé Premier ministre ici. En 92, il m'a fait arrêter. J'ai fait 6 mois et demi de prison. Et aujourd'hui, si vous allez à la MACA, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, vous allez trouver la chambre dans laquelle j'étais, puisque les prisonniers ont été gentils, ils ont dessiné ma tête, ils l'ont collé sur la porte de ma cellule. Elle est encore là. Nous avons travaillé pour la démocratie. Mais la démocratie, ce n'est pas seulement des votes. La démocratie, ce sont des comportements aussi. Ce sont des comportements, c'est des institutions. La loi peut être dure, mais c'est la loi. Les latins disent dura lex, sed lex. C'est ça. Laurent Gbagbo, merci. Je vous remercie de nous avoir reçus. Je vous remercie. Je vous remercie, je remercie Euronews.